Et donc l'idée, c'est qu'en découvrant notre culture, on gagne un recul différent sur nos propres pratiques culturelles. Et mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Je pense qu'il y a des parents qui sont dans leur tradition culturelle. Au-delà de la question de diversité, c'est une question d'inclusion. Comment on accepte que l'autre fasse différemment? Et je sais qu'il y a des élèves qui m'ont dit que vraiment ça les avait débloqués, qu'ils auraient jamais osé voyager seuls. Le fait d'être partis avec les copains, avec l'école, ils se sont dit maintenant, moi, je vais pouvoir prendre le train peut-être et un jour aller en Espagne, au Portugal, parce que ça a débloqué une peur du pays étranger. Et vos différences, c'est une richesse incroyable. Faites vivre vos différences dans ce collectif-là. Voilà, pardon pour mon émotion, mon emballement, mais c'est simple, c'est juste des humains, c'est juste des femmes et des hommes qui sont hyper belles et beaux ensemble, quoi. Voilà. Ben non, mais pas pardon pour l'émotion, tu rigoles, l'émotion est hyper importante justement pour transmettre ces choses-là. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial dans le cadre du Podcaston 2025. Un événement unique qui mobilise des milliers de podcasteurs à travers le monde pour soutenir des associations caritatives. Cette année, nous avons choisi de mettre en avant l'ONG Constellatio qui œuvre pour la sensibilisation au dialogue entre les cultures et à la diversité. Cette semaine, dans nos invités permanents, j'ai avec moi Juline, notre super prof dans le top 10 du Global Teacher Prize et fondatrice de l'Institut pédagogique Quentin Pro. Bonjour Juline. Bonjour. Et Pascal Vendant, notre papa pro, fondateur de Histoire de Papa, conférencier et consultant en parentalité. Salut Pascal. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et notre invité spécial aujourd'hui, c'est Charlotte Courtois, la conférencière internationale en diversité culturelle, qui est aussi TEDx speaker et fondatrice de l'ONG Constellatio, qui est une association accréditée par l'UNESCO. Salut Charlotte. Bonjour. Au sommaire de cette semaine, 3 grands sujets. Le premier, c'est l'actu. On va parler du 25e anniversaire de la Journée internationale de la langue maternelle, pour coller un petit peu à notre sujet. Ensuite, le débat de la semaine, c'est pourquoi faut-il encourager le dialogue entre les cultures pour la paix. Et ensuite, nous aurons nos rubriques astuces parents et qu'est-ce qu'ils disent. Alors, l'actualité, commençons avec l'actu. L'UNESCO a publié un rapport soulignant l'urgence d'intégrer le multilinguisme dans les systèmes éducatifs, dans le cadre de l'anniversaire de la 25e journée de la langue maternelle. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce rapport, c'est de savoir qu'il y a 40% des apprenants qui n'ont pas accès à une éducation dans une langue qu'ils comprennent. Et dans certains pays, c'est même 90%. Et donc, et c'est marrant parce que ce matin, justement, j'écoutais un documentaire d'Arte sur l'éducation. Et justement, il y avait un certain nombre d'enfants, par exemple, qui viennent d'Ukraine, qui sont réfugiés et qui essayent de raccrocher les wagons à l'école. Aussi bien, le reportage était en France, en Espagne et en Allemagne, et on voyait les difficultés de la barrière de la langue. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il y ait quand même autant d'apprenants qui n'apprennent pas dans leur langue d'origine? Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au CFA, c'est-à-dire que dans mes classes de CAP boulanger, j'avais 40% de la classe qui étaient des allophones, qui étaient vraiment des élèves qui venaient d'arriver il y a 6 mois, il y a 1 an en France, qui venaient du Pakistan, du Bangladesh, de Guinée-Conakry, et qui ne comprenaient à peine ce que je disais, quoi. Et moi, je devais leur enseigner la Révolution française avec du vocabulaire historique complexe que même parfois mes élèves dont c'était la langue maternelle, ça pouvait être complexe, et je me disais mais comment je vais expliquer à Moussa le suffrage censitaire alors qu'il me comprend presque pas, quoi. Donc moi je l'ai vécu,
on se pose des milliards de questions, on essaye de trouver des solutions en passant par l'image, en passant par le jeu, en passant par le dessin, en passant par la vidéo. Et je sais que moi, j'avais décidé pendant le confinement, par exemple, de mettre tous mes cours en vidéo. Et les élèves avaient sur YouTube la vidéo, ils pouvaient ralentir le débit et puis vous pouvez mettre les sous-titres. Et j'avais rencontré des chercheurs à l'université de Rouen en linguistique qui me disaient qu'en fait ça les aidait beaucoup. Moi j'avais l'impression que c'était pas assez, mais ils me disaient non, déjà de pouvoir lire, ralentir le débit, remettre pause, réécouter la phrase plusieurs fois, ça les aidait apparemment. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge, quoi. Bah, c'est un enjeu. Enfin, l'UNESCO en parle et a fait un rapport sur ce sujet parce que c'est un enjeu mondial, parce que il y a des flux migratoires qui sont de plus en plus importants, et donc on se retrouve avec Enfin, pour revenir à toi, ton exemple du CFA, moi, au mois de décembre, j'ai fait une journée soft skill aussi dans un CFA métier du bâtiment, et il me disait que il y avait 90 nationalités différentes au CFA, et qu'ils avaient vraiment aussi ce problème. C'était 60% des élèves n'étaient pas francophones, quoi. Donc c'est un vrai sujet sur comment est-ce qu'on fait pour apprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre. Puis c'est plusieurs sujets en plus, parce que t'as l'apprentissage en tant que tel, mais t'as aussi comment je suis moi-même dans une autre langue, quel est ton rapport à la vulnérabilité. Donc déjà dire que tu ne comprends pas quand c'est ta langue, c'est toujours très compliqué. Donc en plus, donc tu rajoutes en fait ce niveau-là, tu comprends pas la langue, et ça se trouve tu comprends pas le concept en plus. Donc ça ajoute des degrés de difficulté qui sont énormes, quoi. Et puis après là-dessus, tu as aussi la reconnaissance de certaines langues plus que d'autres, ce qui est jugé comme étant une langue avec de la valeur et une moins, et donc la patience qu'on va donner. Il y a le rapport effectivement aux migrations, c'est-à-dire est-ce que tu parles une autre langue parce que j'en sais rien, t'es fille d'expat dans un lycée français et qu'on t'a mis en lycée français, et voilà, ou est-ce que tu parles pas la même langue parce que t'es et je choisis pas au hasard les mots expat et immigré, t'es immigré en France, mais t'es originaire d'un pays arabe, ta langue maternelle c'est l'arabe, bah peut-être que ça va pas être perçu de la même manière que si ta langue maternelle c'est l'espagnol par exemple. Donc il y a énormément de complexité, je trouve, dans cette thématique-là, et vraiment aussi la question de comment je suis moi dans une autre langue, et donc particulièrement quand on est enfant, quoi. Et puis, Juline a parlé de l'apprentissage, Charlotte, de comment être soi, mais il y a aussi, à mon sens, les relations. Quand tu es enfant, surtout comment tu crées des relations. Et finalement, quand tu es enfant, c'est ça qui t'anime quand même beaucoup. Et puis, c'est comme ça que tu apprends, je pense. Enfin, je suis pas spécialisé du sujet, mais je pense que c'est aussi par l'interconnexion que se fait l'apprentissage. Moi, j'ai eu le cas dans la classe de mes enfants. Voilà, ce sont des jumeaux, une fille et un garçon, ils sont en CE2, et cette année ils ont eu un petit Hongrois qui est arrivé en tout début d'année, une semaine après la rentrée, et qui parlait pas français. Maintenant il parle hyper bien français, Piti, et du coup les enfants ils rentrent à la maison, ils racontent le soir, et du coup je leur ai demandé si leur semblait qu'ils parlaient une autre langue que le hongrois, il parlait l'anglais. Et donc du coup j'ai donné quelques expressions, j'ai essayé d'apprendre hyper vite aux enfants quelques expressions en anglais, mais plus pour justement se connecter avec eux. Je vais pas les faire en anglais parce que j'ai un accent nul, on s'en fout, mais sur le côté de est-ce que tu veux jouer avec moi, voilà, est-ce que tu veux qu'on joue à ça, enfin 2-3 expressions comme ça pour justement créer l'interconnexion, parce que je me disais déjà pour lui ça va lui donner un peu ça va générer la solidarité, c'est cool, et puis ça va lui l'intégrer, et donc du coup ça va faciliter également son apprentissage, et en fait là depuis ils sont dans la même bande de potes, ils s'entendent super bien, ils étaient à leur anniv samedi dernier, enfin ils étaient à son anniv à lui, donc ouais, je pense que dans le côté langue il y a aussi ça, le côté interconnexion, mais par contre t'as donné des clés à tes enfants sur comment eux ils peuvent créer cette connexion aussi, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est pour lui mais aussi pour eux, quoi. Oui, mais ce que je me suis dit par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu vois, mon réflexe a été de le faire en anglais, et donc du coup sur effectivement cette langue, voilà, où on pourrait se dire un peu qu'il y a plus de valeur dans ton expression. Et tu vois, quand tu l'as dit, j'ai pensé à cet exemple-là que je voulais vous partager, et ça m'a interpellé en me disant, tu vois, mon réflexe a été l'anglais, comme c'était la langue effectivement un petit peu suprême. Ou la langue la plus connectante, parce que c'est celle qu'on utilise le plus souvent pour parler avec des gens d'autres cultures, ouais.
Mais donc du coup, pour terminer sur ce sujet-là, quand même, l'UNESCO recommande du coup d'intégrer plusieurs langues dans l'apprentissage. Et en Afrique, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre pour avoir une éducation bilingue. Et le fait d'intégrer le bilinguisme dans l'éducation améliorerait les résultats scolaires des enfants. Donc quelque chose à suivre et à faire. Et c'est vrai, se poser la question, parce que je pense que, enfin maintenant, dans toutes les classes, il y a de plus en plus d'enfants qui parlent, d'enfants qui ont des langues différentes, quoi. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que attention, nous, toute la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est d'un point de vue français. S'il y a d'autres langues, c'est que les gens viennent d'ailleurs. Mais il y a énormément de pays où il y a plein de langues nationales. Et effectivement, j'en sais rien, on prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Peut-être que tu as des enfants qui sont en ça et qui vont avoir un enseignement en anglais. Donc il y a aussi apprendre dans une langue qui n'est pas la tienne, mais où t'es même pas étranger, en fait. Et pareil, en Inde, il y a une quantité de langues différentes incroyables. Effectivement, il y en a plein qui vont apprendre en anglais plutôt que d'apprendre, j'en sais rien, en bengali, en rajasthani, etc. Donc en plus, nous, notre lecture de la chose, finalement, elle est assez ethnocentrée aussi sur si les gens parlent d'autres langues, ils viennent d'ailleurs. Mais quand je repense à ma carrière à l'international, où c'était très avec l'Asie, en fait, moi j'ai bossé avec la Malaisie, les Philippines, l'Inde, etc. Et ce qui est marrant, c'est comment ils cloisonnent la langue du travail et la langue du quotidien, quoi. Ah ouais. Et par exemple, en Malaisie, en fait, la Malaisie, c'est vraiment un pays interculturel, parce que soit on vient de Chine, soit on vient de Singapour, soit on vient d'Inde. Donc en fait, ils vont parler plusieurs langues, et en fonction de qui ils s'adressent, ils vont parler soit chinois, soit malaisien, soit hindou. Et en fait, quand ils vont être au travail, ils vont parler anglais. Et pareil aux Philippines, où ils vont parler anglais, mais des fois ils vont parler une autre langue qui est plutôt un dialecte. Donc c'est assez intéressant aussi de voir comment est-ce qu'ils vont cloisonner la manière dont ils vont parler en fonction du contexte du quotidien. Et bien voilà, donc ça c'était le petit partage interculturel, mais on va passer à notre débat. Et avant ça, Charlotte, je vais te présenter. Donc tu es conférencière internationale, entrepreneur social, tu es passionnée par la diversité culturelle, et après des études en commerce international et un master en sociologie et anthropologie des migrations, tu as fondé l'ONG Constellation en 2011. C'est une organisation qui est accréditée par l'UNESCO, qui mène des projets pédagogiques dans une quinzaine de pays pour sensibiliser les enfants et les éducateurs à l'importance du dialogue entre les cultures. Et à travers ces ateliers et ces conférences, tu vas construire un monde plus tolérant, ouvert à l'altérité, et aussi, on en a bien besoin en ce moment, à la paix. Et donc, le débat du jour, c'est pourquoi il faut encourager des dialogues entre les cultures pour arriver à la paix. Aujourd'hui, on voit quand même une montée des extrémismes, du populisme. On nous explique toujours que le problème, c'est les autres. Et donc, la question du jour, c'est en quoi l'éducation à la diversité culturelle prépare nos enfants à vivre dans ce monde. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de tes partages et de ce que toi tu vois, et si tu pouvais nous donner des exemples concrets de des endroits où tu as été, de ce que vous faites, parce qu'il y a plein de projets différents, mais pour qu'on puisse un petit peu voir comment est-ce que ça fait avancer la société et le monde. Quelle responsabilité. Non, mais c'est rigolo d'entendre mon intro comme ça, ma présentation comme ça, tu te rends pas compte quand t'es dans ton quotidien. Oui, alors donc ça fait 14 ans maintenant que j'ai créé Constellation. À l'époque, j'étais un peu toute seule. Maintenant, on est plus nombreux, il y a des bénévoles. Enfin, on est en 100% bénévolat, hein, donc on fonctionne grâce à la communauté. L'objectif de Constellation, effectivement, c'est de sensibiliser plutôt les plus jeunes au dialogue entre les cultures, donc surtout les enfants et les adolescents.
pour faire le lien avec ta question, concrètement, moi, il m'a fallu longtemps pour dire qu'on éduquait à la paix, parce que je me dis que ça faisait très pompeux et ça faisait très, voilà, on se lançait des fleurs sur un sujet qui est quand même hyper complexe. Et en fait, je suis tombée sur, tu parlais de l'UNESCO tout à l'heure, je suis tombée sur un rapport de l'UNESCO qui montrait que 89% des conflits dans le monde se passaient dans des pays où le dialogue interculturel était faible. Donc c'est pas un hasard. C'est concrètement, c'est quoi le dialogue interculturel? C'est s'écouter, se poser des questions aux autres. Donc c'est créer du lien, c'est interagir et c'est essayer de se comprendre un petit peu mieux. Donc forcément, c'est un peu moins conflictuel quand on essaie de se comprendre, quoi, concrètement. Donc voilà. Donc nous, comment on fait ça chez Constellatio? On porte des projets autour de certaines thématiques. On a travaillé sur la narration, on a travaillé sur les musiques traditionnelles, on travaille actuellement sur les plats traditionnels, sur la cuisine. Et l'idée, c'est de développer chez les enfants et les ados une curiosité envers les autres cultures, mais du coup aussi une fierté, une curiosité, une envie de partager leurs propres identités culturelles au pluriel, parce qu'on est un patchwork de cultures, que ce soit des cultures nationales, régionales, plus larges, continentales, mais aussi religieuses, générationnelles. Enfin voilà, la culture, c'est pas juste le pays. Et donc l'idée, c'est qu'en découvrant notre culture, on gagne un recul différent sur nos propres pratiques culturelles, et mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Donc la base de tout ce qu'on fait, c'est vraiment ça, avec à la fois des interrogations sur les différences culturelles, parce que c'est ça qui va aussi un peu nous fasciner, mais aussi sur les points communs, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc voilà, et puis avec comme principe d'action fort, l'accès indifférencié à la culture, mais l'accès vraiment indifférencié. Donc j'exagère toujours un petit peu le trait, mais on fait pas des projets pour les pauvres petits enfants défavorisés. On fait des projets qui peuvent se faire aussi bien dans une école privée au Mexique que dans un orphelinat en Inde, qu'au fin fond de la Bretagne, dans un collège, je sais pas. On ne fait pas de différence entre les enfants et les ados auprès desquels on intervient. Et ça nous tient vraiment à cœur parce que, pour deux raisons. D'une part, pour pas restigmatiser des publics qui sont bien trop souvent. Et d'autre part, parce que, en fait, la culture, elle est partout. Elle est à tous les niveaux de la société, dans toutes les strates économiques, sociales, voilà. Donc voilà en gros comment on fonctionne. Concrètement maintenant, je sais pas, je peux peut-être prendre un exemple. Le dernier projet que vous avez fait, c'était quoi? Alors là, on est sur le projet Orsino qui est donc autour de la cuisine. On est en plein dedans, donc on n'a pas encore terminé. L'idée, c'est de le mener dans 9 pays différents. Et on travaille avec des pré-ados qui ont à peu près 13 ans. J'ai envie de dire 13-14 ans, mais 13 ans, ils sont quand même vachement plus faciles. On sent vraiment la différence. C'est impressionnant. Bref, donc on travaille avec des pré-ados qui sont vraiment acteurs du projet. Donc on les accompagne dans 3 phases. La première phase, c'est un travail de collectage de recettes traditionnelles dans leur famille, dans leur communauté. C'est pas juste la recette, mais c'est aussi une sorte de mini-interview. Finalement, on a fait un formulaire de collectage avec un historien de l'alimentation qui s'appelle Loïc Bienassi, qui est super. Et donc les enfants demandent quelle est la recette, mais aussi qui est-ce qui cuisinait ça, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir, est-ce que tu connais des plats similaires sur d'autres territoires, est-ce que c'est plutôt un plat du dimanche, un plat de fête, un plat qu'on fait avec les restes, etc. Donc c'est pour ramener du dialogue aussi intergénérationnel, mais horizontalisé. C'est-à-dire que c'est pas les anciens qui vont apprendre aux plus jeunes, ce sont les jeunes qui vont poser des questions et qui vont en plus derrière enrichir ça et repartager, puisque la deuxième phase, c'est un travail de recherche historique, où là, les élèves vont aller rechercher les origines des ingrédients et des plats qui ont été collectés. Et l'idée, c'est que, du coup, par eux-mêmes, ils puissent se rendre compte qu'en fait, il y a toujours eu de la diversité dans nos cultures. Et que s'il n'y avait pas eu de dialogue avec d'autres peuples, on n'aurait ni riz au lait, ni hachis parmentier, ni galette de blé noir, ni thé à la menthe, enfin voilà. En fait, il y a toujours eu de la diversité culturelle. Il n'y a pas cette idée de la culture comme étant figée et potentiellement pure, etc. C'est une erreur grossière. C'est totalement en décalage avec la réalité. Donc l'idée, c'est qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes, en faisant des recherches pour se rendre compte que leurs plats emblématiques, ils existent parce qu'il y a eu des échanges avec d'autres peuples. Donc cette phase-là du travail, on la réalise avec des historiens et des historiennes de l'alimentation de leur pays. Et on collabore également avec des chefs cuisiniers, cuisinières du pays où on intervient.
Et sur cette base, la troisième phase, c'est la réalisation de capsules vidéo où les élèves partagent, alors ils parlent de leur plat traditionnel et ils partagent leurs résultats de leurs recherches. Et donc ces vidéos, elles sont à la fois diffusées dans leur communauté. Donc on parlait ils vont chercher l'info auprès de leurs grands-parents, de la communauté, etc. Ils l'enrichissent et ils la retransmettent dans leur communauté. Mais les vidéos, évidemment, sont également échangées entre les jeunes qui participent dans les différents pays. Donc voilà un exemple concret de projets qu'on peut mener pour amener du dialogue, de la curiosité envers l'autre et envers soi-même, toujours dans l'optique que voilà, plus on est ouvert à l'autre, mieux on se connaît et vice versa. Et là, vous êtes sur tous les continents ou vous êtes on n'est pas en Asie sur ce projet-là. Là, on est alors on l'a fait déjà en France. En fait, tous nos projets, on les mène systématiquement sur notre territoire avant d'aller ailleurs. Mais en tout cas, on le fait à la fois ailleurs et ici. Donc on l'a fait en France, en Bretagne, on l'a fait au Liban, à Beyrouth, au Maroc, en Italie. Et là, la prochaine étape, c'est au mois de juin, on va mener le projet en Colombie. J'ai hâte, ça va être cool. Et puis j'ai hâte de relancer là parce que ça a été compliqué ces derniers mois, voire dernières années. Et on le fera également en Nouvelle-Zélande, au Bénin et au Canada. Ah, donc c'est très. Et en Irlande. Il me disait ça fait, c'est comme les 7 nains, il en manque toujours. Hein. Donc c'est très varié. Ouais. Et est-ce que, si tu penses à tous les projets là que tu as menés pendant 11 années, est-ce que tu vois toujours la même chose en termes d'apprentissage de la part des enfants au niveau de... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des pays où c'est plus simple de parler de diversité, d'autres où c'est plus compliqué? Est-ce que tu vois quand même des différences culturelles sur l'ouverture à la culture, quoi? Chez les enfants, pas du tout. Pas du tout? Ah non, c'est pareil partout. Ils sont curieux, ils sont là, ouah, ça se passe comme ça là-bas. Ah, mais moi, mon papa, il m'a dit que dans ce pays, c'est pareil partout. Après, nous, on a une approche qui est très, très participative aussi, donc ils s'y prêtent plutôt bien. Par contre, en dehors de l'école, en tout cas en dehors des échanges avec les enfants, il y a clairement des pays où la diversité est vue complètement différemment. Typiquement, l'année dernière, j'étais en Colombie et au Paraguay. J'ai vu un discours. En fait, comme on est accrédité par l'UNESCO, on participe au comité intergouvernemental de l'UNESCO en tant qu'observateur. Et là, il y avait un discours, ça se passait au Paraguay, il y avait un discours du président paraguayen qui, de A à Z, a vanté l'incroyable richesse de la diversité culturelle du pays. J'étais mais le jour où on aura ça en France, mais quelle merveille ce serait, quoi. Et la Colombie, pareil, il y a vraiment une approche, mais parce qu'il y a une diversité, il y a une diversité ethnique, culturelle au sein du pays qui est extrêmement valorisée. Après, il y a un rapport à tout ça qui... Alors, j'ai envie de creuser le sujet, j'y suis pas encore, mais je sens que la piste, c'est aussi lié beaucoup à l'histoire migratoire. Nous, on était colons, pas eux. Voilà, il y a faire le lien avec ce dont on parlait sur les langues, je pense qu'il y a une hiérarchie des cultures dans certains pays qu'il y a moins dans d'autres. Je pense que typiquement en Colombie, il y a du racisme, il y a de la discrimination, mais il n'y a pas tu es noir, donc t'es un peu moins colombien que moi. Alors qu'en France, on a plus cette approche-là. La fameuse question de mais non mais t'es vraiment, d'où tu es vraiment, qui sous-entend quelque part une sorte de hiérarchie de t'es pas aussi français que moi. Et ça, je l'ai beaucoup moins ressenti dans certains pays, par exemple. Mais par contre, entre les enfants, nous on intervient vraiment près de petits comme d'ados, jeunes ados. Et j'ai pas ressenti ça, pour le coup. Et tu saurais l'expliquer, cette différence culturelle, justement, de perception, tu vois, entre la France et les autres pays, sur cette ouverture, finalement, à la différence, et cette hiérarchisation de... Comme je disais, je pense que, moi, ma meilleure piste à l'heure actuelle, mais je commence seulement à creuser cette question, parce que là, j'étais au Paraguay
Enfin, j'étais en Colombie l'été dernier, donc ça fait quelques mois seulement que je commence à vraiment me poser cette question-là. Mais j'ai l'impression que c'est lié à l'histoire coloniale. Vraiment l'histoire coloniale, d'accord. Mais après, enfin, attention, ce n'est qu'un avis. Tu vois, c'est une hypothèse. J'ai pas creusé le sujet, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Après, mais ils sont dans un mode où on est tous des colons et ça s'est construit comme ça. Alors que nous, en fait, j'ai regardé les chiffres en préparant l'émission. Il y a 32% des Français qui ont un lien avec l'immigration. Donc il y a 9% des Français qui sont immigrés, 13% qui ont un parent au moins qui est immigré et 10% qui sont des petits-enfants d'immigrés. Donc c'est quand même un tiers de la population. Mais nous, en fait, il faut tout de suite effacer le fait qu'on a une autre culture, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'avait profondément marqué, par exemple en Malaisie, où mes équipes avaient fait une présentation de leur culture. Et ils m'avaient présenté la culture malaisienne en étant une culture issue d'autres cultures. Et en disant, voilà, nous, les Malaisiens, on est des gens qui viennent de l'Inde, de Singapour, de la Chine, et on est un melting pot. Alors que nous, en fait, c'est on est encore en train de nier le fait que on a été un pays avec des colonies et que les Algériens, ils ont été aussi dans les colonies françaises. Et aujourd'hui, quand t'es Algérien et que t'es en France, t'es un Français, t'es pas un Français d'origine, un Algérien avant d'être un Français. Enfin voilà, on est encore dans ces discussions-là à nier un petit peu l'histoire. Alors après, Juline, t'arriveras peut-être plus en tant que prof d'histoire géo à parler de ça, mais en fait, nous, il faut tout de suite se fondre dans le moule et ne pas parler de sa culture, de ses origines, etc., quoi. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà juste dans notre rapport à la langue, dans notre rapport au français. Ou quand tu utilises un mot, moi je l'ai déjà eu dans ma famille, où j'utilise un mot anglais et on me dit oh arrête avec tes anglicismes, etc. Et j'ai envie de leur dire mais t'es au courant que 30% de la langue, elle vient du germanique, de l'arabe, de l'italien, de l'anglais, enfin c'est-à-dire que notre langue aujourd'hui elle est déjà un melting pot. Et on a ce truc de non, le français c'est comme ça, c'est ancré, alors que pas du tout. On met en avant beaucoup les racines latines et grecques et pas du tout les mots qu'on a empruntés à l'arabe, au germanique. Enfin, c'est déjà dans notre rapport à la langue, il y a quelque chose. Ça me fait penser à un truc, en fait, du coup, vis-à-vis de ta question avant. Si j'ai quand même vu une différence sur ce point-là, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, où les enfants, ils étaient en équivalent CE2 ou CM1, ils étaient capables de dire, moi, je suis un quart italien, moitié polonais, et en fait, ils connaissaient toutes leurs origines, et c'était, enfin, c'était pas cool, c'était juste, c'était comme ça, en fait, ouais, exactement. Et ouais, et du coup, si, j'ai vu une différence sur ce point-là. Sur le rapport à sa propre diversité finalement, mais sans que ce soit ils font tous leur arbre généalogique. Ouais. Enfin, ça fait partie des choses qui doivent faire pour comprendre les origines, quoi. Après, on a une histoire, nous, alors déjà, on est un pays qui est extrêmement centralisé, donc même sur nos langues régionales, elles sont pas du tout valorisées, et voilà. Il y a une vision, en fait, on a un mode de fonctionnement en France qui est ce qu'on appelle en anglais, tiens, je vais faire un anglicisme, color blindedness. Donc c'est, en fait, on met des œillères, non, on voit pas les différences, on doit traiter tout le monde pareil, donc on va pas regarder les différences. Ce qui est problématique quand tu veux avancer sur un sujet, parce que du coup, si tu regardes pas les différences, si tu vois pas d'où tu pars, et si tu mets pas des chiffres, des indicateurs sur où tu veux aller, en fait, c'est assez compliqué d'avancer, quoi. Donc, et dans notre culture française, il y a vraiment ce côté-là de chaque citoyen est égal devant la loi et dans son rapport au gouvernement, au pays. Ce qui est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis, où il y a une approche très très communautaire et la communauté a un rôle, etc. Nous, en France, on n'a pas du tout ça, mais du coup, c'est comme tout, il y a du positif et du négatif, mais le négatif, c'est aussi que on a du mal à
à se confronter à ces problèmes-là parce qu'on sait pas exactement de quoi on parle. Et alors, comment est-ce qu'on peut, vous, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous le faites à partir de projets. Enfin, par exemple, la cuisine, c'est hyper intéressant. Mais tu recommanderais quoi, toi, pour éveiller les enfants justement à cette diversité culturelle? On en revient aux soft skills, c'est-à-dire que ce qui compte là-dedans, c'est pas tant les données, c'est ta posture, c'est ton intelligence interculturelle, donc c'est développer. Pour moi, ça tourne autour de 3 sujets, et j'en parle aussi bien à des élèves de CE1 qu'à des étudiants en école de commerce, qu'à des managers en entreprise. C'est la curiosité, d'abord. Apprendre à poser des questions, à s'intéresser, arrêter d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de l'autre, en fait. Arrêter d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de l'autre. C'est poser des questions. Et du coup, pour poser des questions et se poser des questions, il faut aussi la deuxième compétence qui est être vulnérable. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est pas facile. Et les enfants ont beaucoup plus de facilité que nous à le faire. Donc, c'est encourager et montrer l'exemple. Savoir dire, nous, en tant qu'adultes, en fait, je sais pas, viens, on va regarder. Viens, on va poser des questions. Tiens, tu me poses des questions sur telle culture. Je sais pas, viens, on va trouver quelqu'un qui a habité là-bas ou qui est originaire de là-bas et on va aller poser des questions. Mais cette démarche de savoir dire je ne sais pas et du coup derrière de poser des questions, ça c'est central. Et mon choix de mots est intéressant parce que du coup la 3e compétence dont je parle beaucoup, c'est la décentration. Donc c'est la capacité à t'extraire de la situation pour avoir une vision globale. Typiquement, c'est le fameux dessin où t'as 2 personnes qui se font face et il y a un 6 ou un 9 qui est écrit au sol et t'en as un qui dit non c'est un 6 et l'autre il dit non c'est un 9. La décentration, c'est ta capacité à voir l'image globale et te dire ah mais en fait ça veut pas forcément dire qu'il y en a un qui a tort et un qui a raison, c'est juste qu'il y a un angle différent. Donc voilà, donc cette décentration elle est fondamentale pour comprendre l'interculturel et pour réveiller ça chez les enfants, c'est de les amener à comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y en a un qui a tort et un qui a raison. Et donc voilà, donc entre curiosité, vulnérabilité et décentration, en fait derrière l'ouverture sur le monde, elle se fait toute seule. Parce que quand tu es curieux, quand tu poses des questions, quand tu sais que tu sais pas, quand tu te rends compte qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, en fait, la découverte de l'autre, mais que ce soit les différentes cultures comme juste la personne qui est à côté de toi, ça coule de source en fait. Je peux rajouter un truc? Bien sûr. Je suis loin d'être l'expert que tu es, Charlotte, sur le sujet, mais Solène, permets-moi. Moi, je rajouterai un point, c'est le faire vivre. C'est l'expérimentation, finalement. C'est les flux migratoires, quoi qu'on dise les politiques, on va en avoir plein. On en a toujours eu et ça va s'accélérer sur les prochaines années. Si je regarde juste le territoire français, lié à la baisse de la natalité, lié aux catastrophes climatiques, guerre potentielle, voilà. Donc il va y en avoir plein. Donc faut pas, à un moment donné, faut être pragmatique, ça va être une réalité. Et pour que ça se passe bien, à un moment donné, c'est déjà une réalité. Et pour que ça se passe bien, je pense qu'il y a tout ce que tu nous as partagé, Charlotte. Et il y a le fait de faire vivre. Je vais prendre 2 minutes pour vous partager un truc que j'ai vécu là ces 2 derniers jours. Je vais essayer de pas me faire déborder par l'émotion parce que c'était vraiment un truc incroyable. Ça fait 2 ans de suite que je participe avec une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui aide les enfants issus de quartiers prioritaires à se réintégrer par le sport. Et ils ont une émanation qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Oui, moi je suis pas sportif, donc évidemment il n'y a aucun lien avec ça. Mais ils ont une émanation sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Ça existe depuis 7 ans et qui accompagne les projets entrepreneuriaux. Ils ont 6 mois d'accompagnement gratuit et la composition de la promo, c'est à minima 60% de personnes issues de quartiers prioritaires. Ils ont entre 18 et 60 ans, il y a pas d'autres critères. Et moi, ça fait 2 ans de suite qu'ils m'ont sollicité pour animer le onboarding de cette nouvelle promo. Et via mon séminaire qui s'appelle Se trouver soi pour trouver sa voie, où je travaille sur les talents, les missions, voilà. Ça fait 2 ans de suite. C'était avant-hier et hier. C'est ma plus belle bulle d'humanité et c'est un de mes plus beaux projets à chaque fois de l'année, tellement c'est absolument magnifique. C'est des femmes et des hommes je ressens l'émotion là encore, mais c'est des femmes et des hommes qui sont absolument différents d'âge, d'éducation, de milieux sociaux. Vraiment, il y a des grosses différences, de culture, de religion, vraiment. Et c'est d'une beauté, d'une générosité. C'est un exemple absolument splendide de vivre ensemble où chacun s'apporte,
où chacun s'apporte mutuellement, où chacun se comprend, chacun est curieux de l'autre, chacun retire des choses de l'autre, et chacun en ressorte en disant, c'est-à-dire, on se connaissait pas il y a 3 jours, on a l'impression d'être une famille, on a tant à s'apporter, et moi, le message que entre autres, que j'essaie de leur porter, c'est ça, c'est un projet entrepreneurial, c'est surtout pas seul, c'est ensemble, et vos différences, c'est une richesse incroyable. Faites vivre vos différences dans ce collectif-là. Et voilà. Et à chaque fois, ça fait que 2 ans, mais je me dis, il faut que des gens viennent, assistent à ces moments-là. Il faut qu'ils viennent de l'extérieur, que je me planque des caméras, des machins, parce que vraiment, c'est d'une beauté. On a tous fini en larmes devant cette beauté, mais humaine simple, mais vraiment, quoi. Et voilà, pardon pour mon émotion, mon emballement, mais parce que vraiment, c'est en lien avec notre sujet, parce que tu partages, Charlotte, c'est donc génial de tout ce que tu fais. Et Solène, génial d'ouvrir l'espace de parler de ces sujets-là. Mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas, c'est simple, c'est juste des humains, c'est juste des femmes et des hommes qui sont hyper beaux et belles et beaux ensemble, quoi. Voilà. Ben non, mais pas pardon pour l'émotion, tu rigoles, l'émotion est hyper importante justement pour transmettre ces choses-là. C'est là que t'es convaincant, quand t'es convaincu. Mais ouais, je rebondis sur ce que t'as dit, Pascal, sur le fait de le faire vivre. Moi, j'ai organisé mon premier voyage scolaire à l'étranger en 2019 en Allemagne. Donc, j'emmène mes élèves du CFA. Et là, on descend du bus et j'ai une jeune fille de 19 ans qui me dit, Madame, c'est bizarre, les gens, ils parlent pas comme nous. Et c'était pas une blague. Elle n'avait jamais été confrontée à l'altérité. Et là, je me suis dit, il faut faire un truc. Donc, l'année d'après, j'ai monté l'association des élèves pour les faire voyager tous les ans. Tous les ans, on est allé en Irlande, l'année dernière, on est allé en Autriche, et on le faisait passer par la nourriture aussi, comme c'était un CFA des métiers de bouche. On faisait une journée thématique. Pendant 2 ans, ils travaillaient sur les spécialités irlandaises, les spécialités autrichiennes, italiennes, etc. Et après, on partait. Alors, on pouvait pas tous les emmener, mais on en a emmené quand même 45. Et je sais qu'il y a des élèves qui m'ont dit que vraiment, ça les avait débloqués, qu'ils auraient jamais osé voyager seuls. Le fait d'être parti avec les copains, avec l'école, ils se sont dit, bah maintenant, moi, je vais pouvoir prendre le train peut-être et un jour aller en Espagne, au Portugal, parce que ça a débloqué une peur du pays étranger. Une peur de l'inconnu, de la barrière de la langue, etc. Mais ouais, voilà. Mais moi, je suis absolument convaincue parce que bon, j'ai travaillé pendant presque 15 ans à l'international et moi, je dis toujours ma meilleure équipe pendant toutes mes années de salariat, c'est ma dernière équipe où on était 12 de 9 nationalités différentes. Et en fait, d'être autant de nationalités, ça nous a obligés en fait à comprendre comment l'autre fonctionne, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, et on a énormément travaillé justement sur nos modes de communication, sur ce qu'on pouvait projeter des uns et des autres, sur les clichés. Et en fait, je pense que le fait d'avoir fait cet exercice de mieux comprendre l'un et l'autre a fait que dans cette équipe, tout était fluide et simple. Et aujourd'hui, moi, ça fait presque 6 ans que j'ai quitté cette équipe. On a toujours un groupe WhatsApp, on s'écrit toujours, on s'envoie tout le temps des photos. Enfin voilà, on est toujours en contact. Alors que je suis plus en contact avec certaines de mes collègues français. Et moi, je trouve que l'interculturel, c'est une vraie force, c'est une vraie valeur ajoutée. Et en fait, ça montre que, il y a pas à avoir peur de l'autre, il y a juste à essayer de comprendre l'autre, quoi. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire là-dessus. Alors, ça me fait penser à un des épisodes de mon podcast où j'ai interviewé Stéphane Charbonnier, qui est l'ancien DRH de L'Oréal États-Unis, et qui parlait de, je sais plus comment il a appelé ça, mais en gros, ils ont monté des équipes et plutôt que, alors on s'éloigne du sujet des enfants, hein, on est plus dans l'entreprise, mais en gros, plutôt que de changer d'équipe pour chaque projet, ils créent une équipe diversifiée. Une fois que les rouages étaient bien huilés, etc., que ça marchait bien, en fait, ils bougeaient cette équipe de projet en projet. Et du coup, en fait, les frictions liées aux différences n'existaient plus puisque cette équipe se connaissait et ils avaient tous les avantages de la diversité en ayant cette équipe-là. Donc ça c'est un sujet. Et l'autre sujet c'est la vulnérabilité. Je reviens sur j'en parlais tout à l'heure, sur
les compétences interculturelles et les soft skills interculturelles. Il y a une super conférence de Brené Brown, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Donc elle, c'est une chercheuse qui a creusé des sujets de vulnérabilité, de je vais pas dire de bêtises, de honte et de culpabilité. Et en gros, ce qu'elle a ressorti de ces études-là, c'était que ce qui créait les connexions humaines, c'était la vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple, mais concrètement, quand vous rencontrez quelqu'un, quelqu'un qui est cool, on s'entend bien, machin, etc. Ok, super, on boit des coups ensemble de temps en temps. La relation, elle devient une relation d'amitié plus forte le jour où vous débarquez et que vous avez les larmes aux yeux parce que vous avez fait un projet avec des entrepreneurs, des quartiers, machin, etc. et que vous êtes plein d'émotions, parce que vous avez galéré au boulot et que vous avez des doutes et que c'est compliqué et que vous le partagez à l'autre. En fait, le jour où vous baissez vos barrières, l'autre comprend que vous lui faites confiance et c'est là que la connexion humaine et interpersonnelle, elle se fait. Et donc, effectivement, je pense que Solène, ce que tu racontes, c'est que vous vous êtes retrouvés avec des gens où vous avez accepté votre vulnérabilité, vous avez accepté le fait que vous connaissiez pas tout, vous maîtrisiez pas tout, donc il a fallu en discuter ensemble et en fait, vous vous êtes montrés sans phare. Et du coup, vous avez créé des liens qui étaient particuliers, quoi. Ce qui a fait, je pense, que la sauce a monté, c'est que, évidemment, on était à chaque fois dans un pays différent quand on se retrouvait. Donc, c'était chaque fois quelqu'un de l'équipe qui nous accueillait dans son pays. Et nous, on avait une pratique aussi que je recommande à tous ceux qui voudraient, enfin, on s'éloigne du sujet des enfants, mais qui voudraient en fait souder leurs équipes, c'est qu'on avait des activités à impact. Et donc, par exemple, on a été réparer un orphelinat. J'ai vu des collègues pleurer. Donc voilà, on a été planter des arbres suite au passage d'un typhon en Philippines. Enfin voilà, et le fait de faire des activités à impact social et environnemental tous ensemble dans des lieux, orphelinat en Malaisie, où on sait que c'est compliqué, fait aussi que on a partagé des choses qui, je pense, sont assez uniques, quoi. Enfin, moi, ce que je garde aussi en tête, c'est tout le côté humour, parce qu'en fait, comme on est, il y a toujours des quiproquos quand on est de cultures différentes. C'est ça. Faut savoir en rire. Il faut savoir en rire. Et moi, je sais, je me moquais tout le temps mais gentiment, de mes collègues indiens, parce que dès que c'était en Europe, les déplacements, ils étaient en PLS parce que la nourriture était trop fade. Et moi, je me disais, mais comment ça, vous n'appréciez pas la haute gastronomie française? Et eux, en fait, ils voulaient mettre du tabasco sur tout, et ils étaient mais non, mais c'est clair. Ils étaient à plat. Et à côté de ça, moi, j'ai eu un des pires dîners de ma vie en Inde, où j'ai eu un dîner à Chennai organisé par un grand chef, où il y avait 20 plats et où c'était tellement épicé que je pleurais, j'avais le nez qui coulait, je n'en pouvais plus, quoi. Et eux, ils étaient là alors, et eux, ils étaient en mode, ah, mais comme elle est française, elle doit apprécier la gastronomie. La gastronomie. Et pour moi, c'était trop dur et je voulais pas être pas sympathique, donc je me suis forcée, mais j'ai perdu ma vie avec tout ce piment. C'est quoi, j'ai perdu 3 kilos en Inde en 3 semaines parce que c'était tellement épicé qu'en fait je mangeais hyper doucement. Et puis entre ça et le fait qu'il faut manger normalement qu'avec la main droite, machin, et du coup je mangeais hyper doucement et donc le repas était fini avant que j'aie eu le temps de... Et donc j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines à cause des épices. Et effectivement, j'ai une bouteille de tabasco dans mon frigo parce qu'une de mes meilleures potes est indienne, et donc à chaque fois qu'elle vient à l'appart, je sors le tabasco. Quand elle va au resto, elle demande systématiquement du tabasco. Et... Voilà, mais voilà, tout ça pour dire, c'est pour comprendre un peu le fonctionnement des uns et des autres, et que leur réalité n'est pas notre réalité, et que tout ça, c'est juste de la compréhension. Et donc, ce qui nous amène à notre rubrique questions de parents au secours. Et donc là, il y a un parent qui nous dit: comment expliquer à mon enfant pourquoi certaines traditions culturelles sont différentes des nôtres sans créer de confusion? Alors moi, j'ai de la confusion sur la confusion. J'ai du mal à comprendre quel est le risque de confusion derrière. Donc je sais pas trop comment répondre à la question, parce que je sais pas trop ce qu'on essaye d'éviter.
Tu vois Mais ce que en je veux fait, dire? je pense qu'il y a des parents qui sont dans leur tradition culturelle. Et en fait, je pense que c'est peut-être au-delà de la question de diversité, c'est une question d'inclusion. Comment on accepte que l'autre fasse différemment? Que l'autre fasse Ouais. différemment, quoi. Pourquoi est-ce que mon copain fête pas Noël ou pourquoi, enfin. Ma première réaction, ce serait de discuter. En fait, j'ai l'impression que la première partie de la question répond à la deuxième partie de la question, tu vois. En fait, c'est mieux on connaît, moins il y a de friction et de problèmes et de confusion, justement. Donc, c'est juste poser des questions. Et je peux donner un exemple. Moi, j'ai enseigné, du coup, pendant 1 an dans une école primaire en Tunisie. Une école primaire privée, voilà, des familles tunisiennes toutes. Et on a parlé, et alors je donnais des cours pour les CE2 et pour les CM1 de diversité culturelle. Et pour les CM2, je donnais des cours de culture française. Et donc, on a parlé de différentes choses, et notamment de la gastronomie. Et donc, on a parlé à un moment donné du fait que les Français mangeaient du porc. Et donc, en fait, on a juste parlé du fait que les Français mangeaient du porc. À aucun moment, je n'ai été à leur dire qu'il fallait manger du porc, que c'était bien, que c'était pas bien. C'était juste une connaissance sur le monde, en fait. Et donc, ça a amené une discussion avec les élèves qui était hyper intéressante. Bon, après, je me suis fait taper sur les doigts par une des familles qui était beaucoup plus fermée, qui a pas apprécié. Mais globalement, tout le monde était content. Et puis, l'école me soutenait là-dessus, donc c'était pas un problème. Et j'ai un des élèves qui avait dit un truc marrant, qui avait dit, et je trouve très on point, qui a dit, mais moi, j'ai demandé à mon papa pourquoi on mangeait pas de porc. Et mon papa, il m'expliquait que, en fait, avant, le porc, il se conservait pas bien, et puis c'était dans des conditions d'hygiène qui étaient compliquées, on pouvait attraper des maladies, etc. Donc c'était pour ça qu'on mangeait pas de porc. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, maintenant il y a des frigos et tout, donc pourquoi on mange toujours pas de porc? Et mon papa, il m'a répondu, je sais pas. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça magique, cette capacité à dire, je sais pas. En fait, il y a aussi des choses qui s'expliquent pas, et ça, on peut l'expliquer. On peut après, dire, c'est aussi la tradition culturelle, etc. Et nous, je sais que dans les programmes Soft Kids, on a le programme diversité et inclusion ou aussi stéréotypes, développement de l'esprit critique, où on explique qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça parce que c'est une tradition qui vient de ta famille ou de là où t'as grandi, etc. Par exemple, chez moi, quand on fait des galettes bretonnes, on ne les fait qu'avec de la tréblec. Et donc, moi je dis à mes fils, non, à nous c'est avec de la tréblec, hein, c'est pas, voilà, et c'est la tradition familiale, on ne le fait pas avec une autre farine de blé noir. Et donc quand tu seras grand, tu décideras. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, quand tu seras grand, je te jugerai si tu décides autrement. Attention. Et voilà, et donc expliquer que ce qui est fait chez les uns n'est pas forcément ce qui est fait chez les autres, et que tout ça relève de l'histoire familiale, culturelle et sociétale de chacun, quoi. Et puis on peut trouver des trucs drôles, je trouve. Moi moi je crois aussi toujours au fait de parler, mais on peut trouver des trucs drôles, comme on dit bonjour. En France tu te claques la bise, en Asie effectivement tu vois ça va être effectivement plus dans le salut, en Russie tu t'envoies sur la bouche, c'est hyper drôle, ça fait hyper marrer les enfants, et je trouve que ça permet de bien illustrer effectivement que c'est des approches qui sont très différentes. Sur l'alimentation, nous on mange avec des couverts, t'as les baguettes, mais t'as les doigts aussi, et que ça a tout autant de valeur, et que c'est pas c'est sale, non, ça c'est notre regard à nous parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Mais voilà. Et en fait, je trouve qu'en donnant des exemples, et des fois peut-être des exemples qui sont un peu fun dans le regard des enfants, je trouve que ça permet d'aborder les sujets de façon aussi plus légère et pas lourde, parce qu'en fait, ça va pas être lourd, en fait, c'est juste des traditions, mais des habitudes, en fait, tout simplement. Je disais, faire sauter un peu le tabou. Moi, je travaille avec des plus grands parce que j'ai des adolescents, et on avait un cours sur la laïcité en enseignement moral et civique. Et moi, j'avais pris le parti de faire un cours religion et laïcité parce que j'estimais qu'on pouvait pas parler laïcité si on ne savait pas ce qu'il y avait dans les religions. Et je leur faisais un cours vraiment sur toutes les religions. Donc, on faisait du bouddhisme, on faisait de l'hindouisme, on faisait de l'islam, on faisait le judaïsme et les différentes branches dans le judaïsme et les différents chrétiens, etc. Et je crois que c'est le cours que mes élèves ont préféré. Parce que d'un seul coup, on parlait de religion
Vraiment, on leur disait pas, ah, non, à l'école, on parle pas de religion, mais on en parlait de façon très neutre, en disant, mais voilà, moi, je vais vous expliquer ce que croit un chiite, ce que croit un sunnite, ce que croit un ashkénaze, ce que croit un anglican, ce que croit un catholique. Et je leur disais bien, on touche pas à la croyance des gens, donc portez pas de jugement sur, ah, mais c'est bizarre, pourquoi le juif, il veut pas manger le porc, pas le porc, surtout pas, la viande et le lait, enfin, d'essayer de leur faire comprendre vraiment d'où ça venait. Et effectivement, ils étaient, je crois qu'ils ont aimé l'idée que, ah bah là, on en parle vraiment. Et du coup, tu as illustré à la perfection ce que signifie la laïcité, qui n'est absolument pas l'absence de religion. Je comprends pas qu'on en soit encore à se dire que la laïcité, c'est l'absence de religion. Bon, et on va terminer avec notre dernière rubrique Qu'est-ce qu'ils disent, où là, j'ai fait un petit quiz culturel. J'ai même pas regardé les réponses, donc je vais y aller franchement les yeux fermés là. Alors, quelle est la langue qui a le plus de locuteurs natifs dans le monde? L'anglais, le mandarin ou l'espagnol? Natif, hein. Ouais, natif, t'as dit. Ouais. Ah oui, comment on répond? C'est chacun son tour? C'est le premier? Il y a pas un buzzer? Virtuel. Et Juline, je crois que Juline. C'est la première. C'est le mandarin. Ouais. Ah, j'aurais dit l'espagnol. Ah ouais, moi aussi j'aurais dit l'espagnol. T'as bien fait de parler en première. C'est le mandarin. Quel est le pays qui a le plus de langues officielles? La Suisse, l'Inde ou l'Afrique du Sud? Attends, Charlotte. L'Inde? Eh ben non. Alors l'Afrique du Sud. Elle en a 11. C'est toujours 11? Alors j'ai pas le chiffre exact. Et moi j'ai répondu l'Afrique du Sud parce que Charlotte en a parlé tout à l'heure et c'est le premier exemple que t'as cité, donc je me suis dit ça doit être ça. L'hymne national sud-africain est chanté en 5 langues. Il y a 5 couplets dans je sais plus, Xhosa, Zulu, anglais, Afrikaans et un qui me manque. Alors, quel mot signifie bonjour en espéranto? Hola, saluton ou bonjour? Sachant que je dis l'espéranto, c'est la langue construite pour faciliter la communication entre tous ceux qui n'ont pas la même langue maternelle. Moi, je dirais hola. C'est ça. C'est ce qui semble le plus facile, donc. Mais oui, constellation, c'est constellation en espéranto. En Égypte, on dit avoir un chameau dans la gorge. Qu'est-ce que ça signifie? Avoir du mal à parler, être très fatigué ou avoir soif? Soif? Avoir du mal à parler? Ou du mal à parler, peut-être. Avoir du mal à parler. Ah ouais. Oui, t'as raison. En Italie, on dit avoir une mouche entière dans l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être inquiet, être distrait ou être curieux? Curieux parce que la mouche elle écoute. Distrait. Moi, je dirais distrait aussi. Et maintenant, c'est être inquiet. Ah ouais? Ok. Ouais. Au Japon, l'expression avoir des oreilles longues signifie être un bon auditeur, être un menteur, être un espion. Moi, j'aurais tendance à dire être un menteur. Nous, on a le nez long, eux, ils ont les oreilles longues, je sais pas. Espion, tu t'écoutes partout, je sais pas, non? C'est un espion. Ah, c'est ça, ouais, espion. En Espagne, on dit avoir du lait pour exprimer une grande surprise, de la chance, de la colère. Colère. Ouais, c'est ça. Cago de la leche. Ah. Je chie dans le lait. Au Brésil, dire que quelqu'un a le couteau et le fromage en main signifie qu'il est gourmand, qu'il a le pouvoir de décider ou qu'il est en danger. Le pouvoir de décider, moi, je dirais. Moi aussi, je dirais. Il y a un truc de... Ouais, c'est ça. C'est le pouvoir de décider. Ouais. En Chine, on dit manger du vinaigre pour parler de quelqu'un qui est jaloux, très intelligent ou paresseux. Jaloux? Jaloux? Ouais, aigre. Manger du vinaigre, c'est être jaloux. Vinaigre, c'est aigre, c'est mignon. Et la dernière pour la route. En Turquie, si quelqu'un fait l'oiseau de nuit, que fait-il? Il travaille trop, il parle trop, il danse trop. Il danse trop. Ça, c'est en français, ça, non? Ouais, c'est dans... Ouais, l'oiseau de nuit, j'aurais dit quoi, comme ça. Oui, c'est la fête. Ouais, la fête, c'est ça, un oiseau de nuit, c'est... Et non, c'est qu'il travaille trop. Ah ouais? C'est moins drôle de se coucher comme tard quoi, chez tu eux. vois, d'un pays à un autre, l'expression... Bon exemple. Et ben voilà, et ben c'est fini. Voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Juline et Pascal, et merci à Charlotte. Vous pouvez soutenir l'association. On mettra le lien si vous voulez faire des dons pour permettre aux enfants de découvrir la diversité culturelle.
J'espère que vous repartez avec des idées pour accompagner vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.